Et puis pour vous donner aussi une idée, juste à notre droite se situe l'hôpital Cochin, peut-être par chance si on peut dire, certaines victimes, certaines personnes blessées qui ont pu être donc évacuées à l'hôpital Cochin. Voilà ce qui se passe en ce moment avec ce périmètre qui est situé, on est à plus de 500 mètres du lieu de l'explosion et vous voyez donc tous ces habitants, ces passants qui sont autour de ce périmètre qui pour certains essaient de rejoindre leurs habitations. Tout à l'heure ici à ce croisement, la procureure de Paris a pris la parole. Elle a donc expliqué pourquoi une enquête avait été ouverte et surtout elle a bien répété que la raison de l'explosion n'est pas encore déterminée, qu'il faut déterminer l'origine du sinistre. Elle a expliqué par exemple qu'il faut qu'ils visionnent les caméras de vidéosurveillance, que les victimes, celles qui ne sont pas blessées trop gravement, vont être entendues pour savoir ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu, ce qui a pu se passer, savoir par exemple si des réglementations n'ont pas été respectées ou si une imprudence a pu mener à cette explosion. Isabelle Golensky, donc, qui est sur place. Merci beaucoup pour ce nouveau point. Docteur Avdjehi, je me tourne vers vous. Dans l'urgence et dans la catastrophe, on dénombre visiblement ce soir, alors là on n'a pas encore les éléments, mais peut-être des personnes qui au moment où nous parlons sont sous les décombres. Quelle est leur capacité de résistance, de respiration? Combien de temps peuvent-ils rester sur place avant qu'on puisse éventuellement venir à leur aide? Bien sûr, c'est une question importante, mais permettez-moi juste de préciser un tout petit peu les secours en France qui sont bien organisés aussi et rendre tout de suite hommage à ceux qui sont en train de travailler actuellement, notamment aux équipes de SAMU, aussi aux SDIS, c'est-à-dire d'incendie. Ils sont arrivés extrêmement vite, voilà. comme les Alors, pompiers d'ailleurs. Nous sommes en plein Paris, on pourrait toujours dire ça, mais en tout cas, il faut pouvoir être assez réactif. Et le périmètre est important parce que, comme vous l'avez indiqué, ce sont des petites rues. Avec des maisons anciennes, donc on a des faits quand même, c'est-à-dire nous avons une explosion, c'est un peu comme c'est passé un peu au Liban dans une grande échelle quand c'était sur le port, quand on entend une grosse explosion, comme vous dites qu'on a une boule de feu, puis ensuite qu'on avons des flammes, eh bien c'est forcément un gaz d'abord, c'est pas forcément genre, je dis pas que c'est le gaz de ville, mais c'est un gaz, en tout cas c'est probablement ça, et avec une forte probabilité. Deuxième chose, il faut vraiment mettre en sécurité les secouristes, c'est ça le plus important au départ, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des suraccidents avec des gens, comme par exemple à New York, ça s'est passé avec les pompiers qui essayaient d'aller aider les victimes. On doit sécuriser les secouristes pour qu'ils puissent faire leur travail, justement. C'est de la médecine de catastrophe, puisque je suis également... Nous, on n'y pense pas spontanément, mais ce que vous dites est logique. Tout à fait, voilà. Et ensuite, pouvoir être très calme, même si les journaux, même s'il faut aller vite dans l'enquête, etc., ça, c'est un autre temps, il faut aller vite. Mais pour les secours, il faut être calme. C'est pas parce que l'hôpital Cochin est à 20 mètres qu'il faut emmener tout le monde à l'hôpital Cochin, par exemple. Il y a une régulation en France. Il y a un système de régulation qui s'appelle le SAMU. Et donc, c'est eux qui vont décider de comment... Parce qu'on ne peut pas, par exemple, emmener quelqu'un qui a une grosse brûlure, une grande brûlure, à un endroit où il ne peut pas être soigné pour les grands brûlés. À ce moment-là, vous le condamnez au décès. Donc tout ça, c'est du calme. Donc orienter les blessés, quelque chose de très important, pour ne pas mettre leur vie en danger là aussi. C'est exactement, c'est la première chose à penser. Sécuriser, ce qui a été fait, comme vous l'avez vu, grande partie, puisque en fait, ce sont des petits immeubles. Donc du coup, il y a aussi non seulement le feu qui part à 10, 20, 100 mètres, je ne sais pas si ça dépend de la force, mais aussi le blast, c'est-à-dire il y a des secousses. Le choc. Et à ce moment-là, le choc, effectivement, peut même détruire à 100 mètres ou 200 mètres des vitres. Ça, on a déjà vu ça, et ainsi de suite. Donc, je vous pose juste une question, docteur. Il évoquait un certain nombre de symptômes, je dirais, d'emblée, après le choc, après sans doute ce qu'on appelle habituellement le blast, par commodité de langage. Ça a une cohérence pour vous? Oui, tout à fait, bien sûr, parce que ce que je vous ai expliqué pour les bâtiments, c'est valable aussi pour le corps humain. Évidemment, tous les endroits, notamment les poumons, et on peut même avoir des symptômes un petit peu après. C'est pour ça que tous les victimes qui sont là autour doivent être vues au moins par des collègues, par les urgences ou par la régulation qui va au moins trier, encore une fois, effectivement, les oreilles, comme ma voisine l'avait dit aussi, mais aussi les poumons, mais aussi le ventre, enfin beaucoup un examen clinique est indispensable toute manière, bien sûr. Puisqu'il y a toujours donc un incendie, même s'il est contrôlé, mais il n'est pas éteint. Et cela, évidemment, retarde les recherches des personnes sous les décombres. Et tout à l'heure, donc, il est dit qu'au moins
2 personnes sont recherchées maintenant. Oui. Ça, c'est donc la priorité parallèle. Alors, docteur, justement, je vous ai interrompu tout à l'heure alors qu'on allait évoquer ces questions. L'aide à ceux qui sont éventuellement... Oui, je peux faire un résumé, si vous voulez, même de ce que je peux compléter un tout petit peu. Quand vous avez parlé de boules de feu, etc., je voulais juste expliquer que généralement, il y a des poches de gaz. C'est pour ça que ça s'amoncelle petit à petit quand il y a des travaux. Et ce qu'on a entendu dans le genre une interruption d'électricité, c'est ce qui met le feu, si vous voulez, aux poudres. Parce qu'il ne faut jamais allumer ou éteindre quoi que ce soit quand on suspecte qu'il y a un gaz. Attendez, il ne faut pas éteindre non plus. Surtout pas, parce que vous avez souvent le clic qui se fait, et là, il y a un éclair qui se produit. Une étincelle. À l'allumage. Oui, une étincelle, exactement, et à éteindre. Toujours ça. Et c'est ça qui provoque généralement les explosions. Et il y a des poches de gaz qui s'amoncellent petit à petit. On sent des odeurs, mais on ne sait pas combien de mètres cubes il y a en dessous, parce que ça va peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que quand il y a une étincelle, comme vous l'avez dit, eh bien là, il va y avoir une boule de feu, une explosion. Donc on peut aussi demander à quel niveau on a vu ça. Si c'est au rez-de-chaussée, au 2e étage, généralement c'est au Alors le témoin qui nous a parlé, c'était donc il est sorti de l'immeuble, et il est re-rentré, donc c'était vraiment au rez-de-chaussée. Et il y avait une coupure de courant, et juste après l'explosion et la boule de feu. Donc ça c'est souvent comme ça que ça se passe. Deuxième chose, il y a à ce moment-là le blast, il y a l'explosion. Oui. Vous voyez partir. Comme on a vu que ça partait, ça confirme un petit peu que c'était vers le bas et non pas vers le haut. Oui. Et du coup, donc ça se projette vers le haut. C'est ainsi que ça se passe souvent, comme dans mon expérience. Et puis ensuite, il y a effectivement les fumées et les suraccidents, parce qu'une poche peut en cacher une deuxième. Vous n'en savez pas. Il y a une cave, et puis il y a peut-être une deuxième cave, et ainsi de suite. Dans Paris, surtout ancien, Oui. c'est comme ça que ça se passe. Donc ce que vous nous dites, c'est que possiblement, donc il y a eu cette coupure de courant, que quelqu'un a essayé de rallumer, par exemple, le disjoncteur, et que l'étincelle a pu provoquer... C'est une hypothèse, exactement. L'étincelle qui agit sur une poche de gaz, qui, ainsi de suite, ça fait la boule de feu, ça fait l'explosion, et ainsi de suite. Ça se passe souvent comme ça. Et d'ailleurs, ça passe comme ça aussi pour d'autres systèmes d'allumage. Vous savez, il y a les fusées, que ça soit une bombe, etc. C'est généralement une étincelle qui met le feu à un combustible. Les secours dont il va falloir s'occuper maintenant pour ceux qui sont sous les décombres. Voilà, exactement. À partir de quel moment peut-on intervenir et quelles sont les précautions à prendre? Alors, le plus vite possible, c'est pour ça qu'en France, il y a quelque chose qui est pas mal, qui est le poste médical avancé, où c'est en coordination, comme on a dit tout à l'heure, avec le commandant des opérations. Je précise que pour l'instant, 2 personnes sont portées disparues, tout à fait officiellement. Oui, tout à fait. Bon, qu'il y en ait qu'un, 2 ou 10, il faudrait faire le même process militaire qui consiste à avoir une coordination absolue entre la direction des soins médicaux et effectivement le commandant des opérations de secours, qui généralement est un gradé pompier des secours d'incendie, qui sait un petit peu comment gérer un peu. Mais en coordination complète, il n'y a pas de dégoût à avoir, c'est juste une question de coordination, et avec la régulation du SAMU, qui, s'il était dépassé, il y a des SAMU zonales après, et puis là, nous avons une coordination pour essayer de rapatrier les blessés qui ont été triés de manière intelligente et rapide vers les centres de soins adaptés pour cette pathologie. Qu'est-ce que ça veut dire trier de manière intelligente et rapide? C'est-à-dire que, vous voyez, si vous avez un blast ou si vous avez une brûlure, c'est pas la même chose. Non. Vous le savez vous-même, donc je vous l'explique. Vous comprenez parfaitement que ce patient qui a un traumatisme, un membre ouvert, il faut l'envoyer vers quelque part où il y a de l'orthopédie, et pas dans un centre où il n'y a que des chirurgies viscérales ou de la neurologie, et ainsi de suite. Quand quelqu'un a les grands brûlés, c'est encore autre chose. Le visage déformé. C'est l'orientation des blessés en fonction de leurs blessures. Absolument. C'est ça qui est une spécificité intelligente et adaptée, coordonnée avec les SAMU, les SMUR et d'autres ambulances qui, comme ici, comme vous voyez, qui peuvent transporter. Après, il y a d'autres patients aussi. C'est-à-dire ceux qui errent un tout petit peu, ce qu'il faut voir après, les familles, et ainsi de suite. Le côté psychologique est très important, comme l'a dit aussi madame. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui vous atteint même après des années. Donc il faut prendre soin de tout ça. Parfois, il y a des familles qu'il ne faut pas séparer, puisqu'il faut les emmener quasiment à un même endroit. Donc vous voyez, c'est complexe, mais c'est organisé. C'est ça qu'il faut dire. Et il faut avoir confiance et aussi
avoir un peu de calme, surtout dans ces moments-là. Oui, mais la régulation en France, les services de secours, le SAMU, nos pompiers, enfin voilà, l'ensemble des services sont reconnus comme étant d'une extrême compétence. On voit ces images extrêmement impressionnantes pour l'instant, ces photographies de l'agence France Presse, où on voit tout simplement un immeuble en décombre total, un incendie qui s'est déclenché. Enfin, qu'est-ce que ces images... les chutes, effectivement, d'objets, parce qu'après... On a au moins une façade qui s'est effondrée. Voilà, au moins une façade qui s'est effondrée. Il y a des gens qui peuvent circuler là, ils reçoivent quelque chose, même s'il y a une explosion par là, mais ils n'ont pas le temps et ils reçoivent donc sorte de pavés, de choses lourdes. Et notamment cette photo, pardonnez-moi de vous interrompre, docteur, où on a en fait l'avant de l'immeuble et l'après, après l'explosion. Ce sont des images de guerre, en fait. Tout à fait. Bon, de toute manière, une explosion, c'est une explosion. Hein. C'est effectivement des flammes, des chutes. Et encore une fois, je précise que moi, dans mon expérience, les endroits où il y a du gaz, c'est quand même les plus embêtants, parce que c'est toujours la brûlure, plus la traumatologie, plus le crush syndrome, plus d'autres choses, et des intoxications aussi. Parce que vous voyez ça maintenant, mais si la fumée n'est pas éteinte assez rapidement, on peut avoir aussi des intoxications à la fumée bien plus dangereuses que l'intoxication au gaz, si vous voulez, de vide. Oui. Et là, c'est aussi une intoxication après avec des cyanures qui peuvent être mortelles. Donc voilà, vous voyez donc un petit peu la panoplie des problèmes et la panoplie des secours. Et il y a une urgence effectivement de les évacuer et de rapidement revenir aux normes parce que tout le reste continue. Tout le reste continue. Il ne faut pas empêcher les hôpitaux de recevoir les patientes qui vont accoucher. Il ne faut pas empêcher les gens qui vont être opérés parce qu'ils sont tombés dans la rue. Donc vous voyez, c'est une cascade, c'est une chaîne de secours où tout le monde doit se donner la main et dans le calme, et on y arrivera. Ne vous inquiétez pas, je suis certain de mes collègues. Alors, au moment où nous parlons, vous décriviez tout à l'heure une chaîne extrêmement précise dans les responsabilités des uns et des autres pour venir en aide. Et on comprenait bien surtout qu'il y avait une hiérarchie de ce qui devait être fait. Oui. Et qu'on ne court pas dans les décombres pour dire les choses très simplement. Non, bien sûr. On doit d'abord sécuriser, préparer tout cela, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incendie. Et ça continue d'être vrai au moment où nous parlons, docteur. Oui, bien sûr. Il y a un processus jusqu'à ce que les victimes soient retrouvées. Et il y a une sécurisation de fait et puis évacuation, bien entendu. Alors ça suit vraiment un rythme assez militaire, dirais-je. Hein. Oui. D'ailleurs, oui, mais c'est une organisation militaire. C'est parfait. Bien sûr. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et donc c'est une organisation où effectivement il y a des chaînes de l'avant, on dit des postes médicaux avancés, quand ça dépend de la catastrophe. C'est encore une fois, je l'ai répété tout à l'heure, une coordination entre les secours et les soins. C'est-à-dire les secours, c'est l'incendie, c'est le déblayage, c'est aussi peut-être des grues parfois qu'il faut venir, ou des matériels un peu sophistiqués. Maintenant, il y a des petits drones qui peuvent aller chercher aussi sous les décombres, comme dans les tremblements de terre, avec des fibroscopes éventuellement, etc. Il y a beaucoup de choses, de moyens maintenant. L'utilisation des drones est devenue quelque chose de normal en fin de fréquence. Alors oui, drones, je ne parle pas forcément des drones qui volent. Hein. Je parle des robots plutôt, oui. Alors, qui peuvent aller, oui, effectivement, ça peut... Oui, il y a des unités qui s'en servent très bien. Et puis, il y a aussi les chiens, il y a aussi d'autres moyens qui peuvent renifler des victimes. Ensuite, il y a cette histoire comme je vous ai parlé, de triage qui n'a rien de négatif, plutôt positif, puisqu'on ne va pas y rester 3 heures comme dans une médecine habituelle où il faut regarder, etc., examiner. Non, on doit aller au plus vite et au plus urgent, et ainsi de suite pour les personnes notamment graves. Et puis ensuite, écoutez, tout ce que j'ai dit aussi autour, ne pas oublier les curieux, les badauds et aussi les gens qui sont traumatisés. Oui. Et ça, c'est important et c'est long terme, mais il faut s'en occuper dès maintenant parce que effectivement, peut-être que là, après, quand ça se passe, quelque chose d'urgent, on a toujours un petit peu moins, c'est moins facile de s'occuper du long terme, hein, vous savez très bien. Bien sûr. C'est parce que l'habitude et tout. Mais enfin, en tout cas, il faut s'attacher à tout cela. C'est une chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on évoquait il y a quelques instants avec Madame Zahoura. J'ai vu que vous réagissiez, docteur Avdjehi, à chaque fois qu'on évoque le souffle de l'explosion. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je connais qui est un petit peu habituel, si vous voulez. Donc le souffle, c'est quelque chose, quand il y a une explosion, c'est forcément, il y a ça. Quand vous tirez, quand vous avez entendu déjà des tirs, il y a toujours le souffle, vous voyez. Donc c'est ça qui fait... C'est celui des bombes qui explosent aussi en Ukraine en ce moment. Oui. Vous savez, même quand on parle, ça fait un bang déjà. Mais il faut parler doucement, tranquillement. Et c'est ça qui un petit peu stresse les gens. Et ça, c'est un facteur de stress
qui ne se mesurent pas souvent. Vous savez, quand on est dans la ville, même quand on a beaucoup de bruit, et ainsi de suite. Donc, que dire des explosions? Quand on a une explosion, ça va vous marquer, ça va toucher vos oreilles, mais ça va toucher aussi vos neurones, ça va toucher aussi votre mental. Parce qu'un enfant à qui vous criez dessus, il ne l'oubliera pas souvent. Hein. Ça vient de beaucoup de choses. Mettons un petit peu aussi, détendons un petit peu l'atmosphère. J'espère qu'il n'y aura pas de morts, surtout, et que les blessés et les gens seront secourus. Mais cette histoire de blast et de bruit, c'est quelque chose qui n'est pas, si vous voulez, palpable. Hein. Vous voyez, un blessé qui saigne, vous le voyez. Mais le son, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et donc, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous avez une belle voix, ou vous avez une voix qui porte peu. Et c'est ça, c'est très important pour les journaux. C'est aussi important pour les secours. Mais ce que vous décrivez est absolument incroyable. Des morceaux de verre à Beyrouth ont été retrouvés à 10 km du lieu de l'explosion. Je vous ai bien compris? Non, c'est pas tout à fait ça. Ce sont des verres qui se sont cassés à 10 km de l'explosion. Bon. Docteur? Il voulait dire des immeubles qui étaient à 10 km ont subi. C'est ça. Pardonnez-moi, ce que je me disais, alors là, ça prend des proportions. Non, ce sont des bâtiments aussi. Voilà, des bâtiments qui étaient à 10 km. Moi, j'ai vu un bâtiment, c'était une maison qui était à 10 km, où les verres de l'ensemble des verres qui étaient sur les fenêtres du séjour étaient tous cassés. Des dégâts aux organes. Alors, le médecin qui est avec nous m'expliquait il y a quelques instants que le souffle de l'explosion provoquait des dégâts qui pouvaient toucher les poumons, notamment. Oui, tout à fait. La respiration. Les organes internes. J'ai une très bonne assistante qui me souffle des trucs à l'oreille, donc j'en profite pour faire Cécile, un peu. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, les souffles, les blasts peuvent atteindre non seulement dans la durée, c'est-à-dire se révéler bien plus après que juste les quelques heures, mais aussi toucher les organes internes par effet, effectivement, de blast. C'est connu, et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait souvent les examiner bien, écouter uniquement les poumons avec un stéthoscope, ou même passer des examens plus approfondis. Mais si vous me permettez, puisque c'est à 20h30 et que vous avez parlé des enfants, et que je suis très, sensibilisé aux enfants, pour leur expliquer quelque chose qui ne soit pas anxiogène, serait important de le dire aussi, c'est-à-dire qu'il faut leur expliquer que ce sont des accidents, les accidents peuvent arriver, et ce qui serait formidable, c'est de les aider aussi à renverser la vapeur, c'est-à-dire positiver la chose dans le sens où faire attention. Vous voyez, quand on dit à un enfant... Vous voulez dire faire quelque chose d'utile d'une catastrophe par exemple, qui peut marquer la mémoire d'un enfant. Donc non, mais ce que je voulais dire, c'est que scientifiquement, si on démontre que c'est par exemple le gaz, et s'il ne faut pas allumer pendant qu'il y a un gaz qui échappe, etc., c'est quelque chose d'utile, d'apprendre que, on peut éviter les accidents du futur. Je souris parce que vous êtes rationnel et vous êtes médecin, ce qui moi me rassure plutôt, mais je crains que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et non, voilà, nous sommes d'accord. Il faut pas abandonner, même si ça se passe pas comme ça. Alors cette violente explosion qui s'est produite à 16h55 au 277 de la rue Saint-Jacques, à l'American Paris Academy, qui est un institut qui accueille des étudiants en mode, en art, en design, une explosion très forte qui a provoqué l'effondrement de cet immeuble et qui a provoqué également un violent incendie. Un témoin a parlé d'une boule de feu, et le souffle de l'explosion a déstabilisé les deux immeubles mitoyens qui ont du coup dû être évacués. Le bilan, qui est toujours provisoire, fait état de 29 blessés, dont 4 sont en urgence absolue, et 2 personnes sont toujours recherchés, qui seraient coincés sous les décombres. On a eu au début des faits, vers 17h, des témoins qui nous expliquaient que certaines personnes qui étaient coincées sous les décombres avaient réussi à téléphoner et à contacter les secours. Donc 2 personnes, à notre connaissance, sont toujours recherchées. 270 sapeurs-pompiers sont sur place, ainsi que 9 médecins. Et la procureure de Paris a donc ouvert une enquête pour blessure involontaire. Enquête confiée à la police judiciaire. On ignore pour l'instant les causes de cette explosion, mais de ce que l'on peut dire, des éléments factuels, c'est que au moins 3 ou 4 témoins ont ressenti, nous ont dit avoir ressenti une forte odeur de gaz. Ils ont vu également cette boule de feu dans l'immeuble. Et l'un d'eux, qui se trouvait vraiment au rez-de-chaussée de l'immeuble, a parlé d'une coupure de courant couplée à une odeur de gaz.
Je me tourne à nouveau vers le médecin. Le temps a passé depuis cet après-midi, 16h50, moment de l'accident. Est-ce qu'au moment où nous parlons, il y a une évolution par définition des secours sur le terrain, des soins qui peuvent être apportés et du rôle des médecins? Oui, encore une fois, bien sûr, ça dépend aussi du commandant des opérations de secours. C'est lui qui va décider un petit peu comment on va gérer ça et à quel moment cela peut être sécurisé, si on peut dire, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure du suraccident ou des risques d'explosion. C'est eux qui sont les spécialistes de ces choses-là. Et puis, côté médical, avec le directeur des soins médicaux qui a déjà évalué un tout petit peu le nombre de victimes et comment ils peuvent être évacués selon le système de régulation. Puis là, vous voyez qu'il y a encore des SAMU, des SMUR qui sont là, donc, et puis aussi des SMUR-pompiers, donc qui peuvent aussi, encore une fois, intervenir pour évacuer d'autres blessés qui ne sont pas forcément des blessés très graves. SMUR, service médical d'urgence et de réanimation, je le rappelle. Exactement. Ça, c'est le contrôle, c'est le SAMU, et les bras armés, c'est les SMUR, c'est les ambulances. Donc c'est ce genre de choses qui sont déjà organisées. C'est quelque chose d'habituel. Après, il y a le poste médical avancé qu'ils avaient installé, je pense, dans un bar où je ne sais pas exactement, mais c'est ce que j'ai cru entendre. Et puis ensuite, l'acheminement vers les hôpitaux qui ont reçu certainement les 4 personnes qui étaient dans un urgence absolue grave. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, urgence absolue, docteur? C'est-à-dire que ceux-là, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre, il faut les évacuer, leur vie est en par danger. Des moyens héliportés. Que leur vie est en danger. Oui, exactement, soit par des moyens rapides. Là, on a, entre guillemets, la chance d'être au milieu de système hospitalier pas très loin. Donc, voilà. Et puis, ensuite, il y a les autres dont je vous expliquais qui sont peut-être parfois plus nombreux. Et quand on a aussi des chiffres comme ça s'est passé dans les catastrophes naturelles, il y a toujours l'information. Et puis après, il y a beaucoup plus de personnes atteintes, en fait. Généralement, les blessés sont 2 à 3 fois plus nombreux. Là, vous voyez que je reste encore un tout petit peu... je suis prudent parce que qui passait ou qui passait pas, qui le sait tout de suite maintenant. Je sais, mais comme vous dites qu'il y a des débris, alors je suis pas sur place, mais disons que effectivement, si on peut voir un tout petit peu ce qui se passe, il y a peut-être quelqu'un qui était allé à la cave, j'en sais rien. Moi, voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte, et donc les secours doivent encore rester effectivement pour voir un peu. Et on attend d'un instant à l'autre la prise de parole de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est arrivé sur place, qui est avec les secours pour l'instant, et qui va donc s'exprimer pour la première fois ce soir. On est 4h30 maintenant après cette explosion rue Saint-Jacques à Paris, au 277 de la rue Saint-Jacques. Encore une question pour vous, docteur Avdiaï, avant que vous quittiez ce plateau. Gentil, oui. 4h30 après une explosion comme celle-là, on voit que le bilan a évolué. On était tout à l'heure, on est ce soir à 4 personnes en urgence absolue. On était plus haut tout à l'heure, on était à 8. Tout ça est mouvant, forcément. C'est mouvant, mais généralement, le nombre de morts n'est pas représentatif dans n'importe quelle catastrophe naturelle, parce qu'il y a beaucoup plus de victimes après. Avec mon collègue, on sait très bien qu'il faut travailler main dans la main, parce qu'on essaie de trouver des victimes qui sont sous des gravats qu'on ne pouvait pas deviner par avance. Ensuite, il y a des victimes qui peuvent s'aggraver juste après, comme je vous expliquais tout à l'heure avec les blasts, les crush syndrome, etc. Donc, le nombre de victimes peut augmenter dans la façon de gravité. Et puis, il y a des imprévus. On en a dit tout à l'heure, mais vous savez, l'imprévu, c'est toujours comme ça. Et on ne peut pas prévoir tout, malheureusement, mais on est organisé en France. Il y a des systèmes de secours qui sont très performants. Et il faut travailler de main dans la main avec les directeurs de secours médical et, ce que j'ai dit tout à l'heure, les commandants d'organisation des secours sont généralement nos amis, les pompiers. Qu'il y avait une odeur de gaz et qu'ensuite l'explosion s'est produite. Et c'est monsieur à côté de moi, le médecin, qui expliquait que quand le gaz s'accumulait comme ça, qu'il y avait une fuite, il fallait surtout pas allumer ni éteindre la lumière parce que l'étincelle pouvait provoquer une explosion. Donc voilà, ce sont juste les témoignages qu'on a, bien sûr. C'est un message d'ailleurs à faire passer pendant que Gérald Darmanin va arriver. Dites qu'il ne faut pas allumer ni éteindre quand il y a fonctionnellement un risque de gaz. C'est important, ça peut aider la population. On va poursuivre évidemment sur BFM TV cette édition spéciale après cette explosion cet après-midi du côté de la rue Saint-Jacques à Paris. Je vous redonne le dernier bilan, 37 blessés, dont 4 en urgence absolue et 2 personnes toujours recherchées dans les décombres ce soir, notamment avec l'aide des chiens et des équipes cynophiles. On va y revenir dans un instant, vous restez avec nous sur BFM TV, à tout de suite.